Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Merci Jean-Paul, merci pour l'invitation et merci d'être là, en effet, pour Place in the Sun, une place au soleil. Comme il est indiqué sur l'affiche, c'est une adaptation d'un livre que, si vous êtes moins rustre que moi, vous avez peut-être lu parce qu'il paraît que c'est un excellent livre. Une tragédie américaine de Theodore Dreiser qui doit dater de 1925 peut-être, vérifier tout de même, et qui est tiré lui-même d'un fait divers du début du XXe siècle. Joseph von Sternberg, le fameux cinéaste qui a beaucoup travaillé avec Marlène Dietrich, mais pas seulement, en avait déjà fait un premier film qui s'appelait Une tragédie américaine. On en reparlera peut-être, un film de 1931, très intéressant. Mais comme dit David Selznick à un correspondant dans l'un de ses mémos, pourquoi est-ce qu'on fait tout le temps des remakes ? C'est pas parce qu'on n'a pas d'idées, c'est pas parce qu'on est paresseux à Hollywood, c'est parce qu'avant nous, des gens pendant des dizaines et des dizaines d'années ont lu et ont trouvé les meilleures histoires. Et que donc, si on les refait, c'est parce que justement, ce sont de bonnes histoires. Donc voilà, il avait tout un plaidoyer pour les remakes. Ce film-ci, dont je pense que c'est la meilleure version personnellement, mais vous me direz, ce film-ci date de 1951 et donc avec notamment Elizabeth Taylor et Montgomery Clift qui sont à leur début, on pourrait dire qu'ils sont tout jeunes gens, mais peut-être qu'on reparlera de ces deux acteurs, de ces trois acteurs, puisqu'il y a aussi Shelley Winters. Pour ceux qui étaient là quand on a projeté Stella Dallas de King Vidor, qui a marqué les esprits, parce que je crois que beaucoup d'entre vous ne l'avaient pas vu, le film de 1937, vous allez voir aussi des points de contact. C'est, disons, la veine du mélodrame qui vient de la tension entre des classes sociales différentes. Et c'est évidemment l'une des grandes tensions dans tous les mélodrames hollywoodiens qu'on a proposés, mais ça nous permet aussi de voir un certain aspect de l'Amérique qui n'en finit pas de ne pas se relever de la crise de 1929. Donc voilà, c'est aussi l'un des aspects qui nous intéresse. Je ne suis pas longue parce que le film l'est un peu, et j'espère qu'on pourra montrer même peut-être un autre extrait à la fin, parce que George Stevens, pour moi, c'est vraiment un très grand cinéaste qui est sous-estimé, mésestimé comme étant une sorte de petit maître un peu des studios, comme un Michael Curtis par exemple, ou un Rouben Mamoulian. Voilà, c'est des gens, le nom nous dit quelque chose, et en fait quand on regarde leur filmographie, on a vu plein de leurs films. Simplement, on les a pas identifiés comme des auteurs qui unifieraient comme ça une filmographie. Donc de George Stevens, vous avez peut-être vu Géant par exemple, Giant, 1956, avec aussi Elizabeth Taylor, Rock Hudson et James Dean, excusez du peu, les 3 heures de Géant. Mais vous avez peut-être aussi vu le premier film du duo Audrey Hepburn, Spencer Tracy, La femme de l'année, au début des années 40. Voilà, il a vraiment fait plein de films que moi je trouve marquants. À chaque fois que j'en vois un nouveau de George Stevens, je me dis mais c'est vraiment un bon film. Donc voilà, celui-ci est particulièrement éclatant et on est encore dans la période noir et blanc, mais patientez, et à la fin de ce cycle, même, je crois même à la séance prochaine, on passera à la couleur. On est un peu lent, nous, dans nos évolutions technologiques, mais vous n'allez pas le regretter parce que le noir et blanc est assez extraordinaire. Voilà, bon film. Et peut-être je voulais commencer par ça, à vrai dire. La forme de ce film qui fait qu'il est long, au fond. Parce que c'est pas tellement le récit qui fait qu'il est plus long qu'un autre. C'est véritablement la façon particulière dont travaille George Stevens, d'où le fait que ça peut paraître classique, voire trop classique au mauvais sens du terme, mais en fait c'est assez singulier. C'est quelqu'un qui bien sûr pense le film au tournage, dans les cadrages, etc. On en reparlera peut-être, mais qui en tout cas considère que l'écriture se fait aussi au montage, ce qui est maintenant une chose qu'on prend comme
comme normal pour le cinéma d'auteur, mais dans son cas, c'est pas du tout le cas dans le cinéma des studios. Vous savez que les cinéastes qu'on considère comme des auteurs, c'est-à-dire Ford par exemple ou Hitchcock, justement ne se couvrent pas, comme on dit, c'est-à-dire ne veulent pas faire des prises de différents angles, etc., parce qu'ils ont peur qu'après le studio monte dans leur dos comme il veut, ou bien parce qu'ils ont une idée de leur film déjà établie et bien claire dans leur tête. Voilà, Hitchcock et ses storyboards, voilà, je ne développe pas là-dessus. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il filme assez peu la même séquence. C'est pas du tout le cas de George Stevens. Donc, il fait beaucoup de prises. Donc, il coûte cher, parce qu'il coûte en pellicule. Et puis, d'autre part, au montage, il passe beaucoup de temps au montage. Et il y a un montage particulier. Je ne sais pas si ça vous a marqué, pour ceux qui ne dormaient pas. C'est-à-dire, c'est la récurrence du fondu. Alors, le fondu enchaîné, on le connaît puisque c'est un mode de liaison habituel de l'ellipse. Donc, c'est un mode de transition temporelle qu'on connaît, on comprend, c'est une sorte de convention. Et en même temps, il peut y avoir une beauté d'un paysage, d'un visage sur un paysage. Bon, on connaît cette figure de montage, sauf que là, vous noterez quand même qu'elle est extrêmement récurrente. D'une part, et surtout qu'elle est complexe dans son usage, parce qu'en fait, il n'est pas du tout seulement temporel. Alors évidemment, ça se voit encore plus à la fin, quand plusieurs fois le très gros plan du visage d'Elizabeth Taylor, quand ils s'embrassaient à la réception, revient, parce qu'on se dit aussi que dans sa tête, voilà, c'est un peu ces dernières images, mais même avant cela, en réalité, j'attire votre attention sur cette façon particulière de traiter l'image, soit que le fondu serve à une anticipation symbolique, un peu symbolisante sur ce qui va se passer. Je pense évidemment au traitement de l'eau. Vous vous souvenez de ce fondu qui passe du lac, de Loon Lake, à la boîte aux lettres de Alice, donc du lac où il est avec la riche héritière, et on a ce fondu de l'eau sur la boîte aux lettres ou de la pauvresse qui attend une lettre qui ne vient pas. Et évidemment, l'anticipation de l'eau, bon, on sait que ça anticipe évidemment sur la noyade. Donc il y a énormément de différentes façons dont le fondu enchaîné est utilisé, et pas seulement comme ça symbolique, métaphorique ou du point de vue de l'anticipation, mais aussi tout simplement par une sorte de collage un peu esthétisant, si vous voulez, et un peu fasciné par la beauté de cette jeunesse, des deux acteurs, des deux amants, des deux acteurs principaux, avec aussi ce travail, alors cette fois-ci au montage, au cadrage, mais en fait il fait aussi des recadrages au montage dans ce qu'il a filmé, mais bon, peu importe, c'est-à-dire l'usage du très très gros plan, j'allais dire l'usage du trop gros plan, puisque dans le cadre ne tient pas un visage. Donc voilà, bien sûr qu'il y a tout ça est très volontaire. Tout ça ne sont pas des maladresses de la part de George Stevens. Ce sont des façons de chercher, si vous voulez, l'impact émotionnel par l'impact visuel. Et il me semble qu'il l'atteint, mais en tout cas pour moi. Mais d'une part, ça fonctionne aussi avec un travail, je dirais, similaire à ça, mais au niveau sonore. D'où le fait qu'il y a une sorte de silence. Enfin voilà, c'est pas un film rythmé non plus du point de vue sonore. Et par contre, il fait un petit peu de ce qu'on appelle maintenant sound design. Et il y a des petites choses, mais il faut y être attentif. En tout cas, on entend un train passer, par exemple, la première fois qu'il est chez les grands bourgeois, là, ils sont à l'intérieur, et puis on entend un train qui passe. Voilà, il y a un travail sur le son. Un travail bien sûr aussi de la musique de Frank Waxman, je crois, qui est très variable, enfin qui peut être menaçante, qui peut être bien sûr le thème romantique qui revient quand ils sont ensemble, qu'ils s'embrassent, qu'ils dansent, etc. Mais voilà, qui est très, qui varie vraiment selon les moments. Et donc tout ça fait du film quelque chose d'assez sinueux finalement, alors que l'histoire est on ne peut plus
classique. Il y a ce point de bascule de la troisième partie à partir du moment où on a eu là encore ce travail incroyable sur les échelles de plan. Par exemple, le meurtre, le fait qu'on voit la barque en tout petit, qu'elle est vraiment une sorte de trait blanc sur la nuit américaine. Je présume que c'est une fausse nuit. Voilà, donc toute cette dernière partie. Mais voilà, donc du coup, le film est long parce qu'il déplie, il déploie et il est beaucoup moins sec que les films des années 30. Je parlais de Stella Dallas où il y a aussi deux classes qui se tiraillent, l'une qui s'insère dans l'autre en se mariant. Stella qui va épouser un bourgeois qui lui-même revient après dans la haute bourgeoisie avec une autre femme, etc. Mais où il y a quelque chose de beaucoup plus sec, de beaucoup plus ramassé dans le film. Là, je ne pense pas que ce soit par complaisance pour prendre ses aises. Ça permet quand même aussi deux choses, à mon avis. D'abord, de ne pas jouer, de jouer des oppositions entre les deux femmes, hein, dans le triangle amoureux, si on considère que lui est au milieu et entre ces deux femmes. Bien sûr que tout est structuré autour de ces allers-retours entre les deux univers, mais en même temps, comme il y a ce travail de rythme que George Stevens appelle d'ailleurs, il appelle le montage une composition au sens musical. Hein. Il dit que c'est vraiment comme faire de la musique, comme penser à une symphonie. Et bien, du coup, ces allers-retours sont sont travaillés de manière, je dirais, plus glissante. Le fait que ce soit des glissements, des surimpressions, lui qui pense à l'autre quand il est avec l'une, etc., il y a une part qui est psychologisante, mais je trouve plus intéressant le fait qu'il y ait une part qui est fondamentale sur ce que porte le film dans le rapport, je dirais, de l'Amérique au rêve américain et à ce qu'il a imposé, à ce qui est imposé au fond à cette jeunesse. Et là, en l'occurrence, aussi, pourquoi pas, à cette jeunesse d'après-guerre qui est en train de devenir consumériste et qui ne peut pas toujours avoir les moyens de ses désirs, on pourrait dire. Et donc, c'est quand même quelqu'un qui est piégé par un désir de s'extraire de sa classe, par l'espoir qu'il peut le faire, par ce lien familial un peu ténu qu'il a avec son oncle. Et qui finalement est tiraillé entre, j'allais dire, alors Jean Douchet dirait il est pris dans le rêve des autres. Il disait ça il parlait d'être pris dans le rêve d'un autre pour les films de Vincente Minnelli. Il y a un peu de ça. Il est pris dans le rêve d'une petite bourgeoise, on pourrait dire, qui est l'ouvrière qui dit mais en fait on sera un bon petit couple. D'ailleurs elle dit any old couple. Old couple veut pas dire un vieux couple, mais voilà, un bon vieux couple, quoi, un petit, voilà, tu seras heureux, on n'aura pas grand-chose, on fera des économies de bout de ficelle, mais on sera heureux. Et puis l'autre qui dit, toute femme rêve d'un grand mariage. Donc en fait, il est bien sûr pris dans le rêve de deux personnes, mais c'est pas seulement à un niveau individuel, en tout cas je trouverais ça moins intéressant, sinon que c'est un peu tout un retravail aussi, me semble-t-il, de ce qui arrive au rêve américain, qui est quand même souvent le cas dans les mélodrames. Mais voilà, je vous laisse réagir et puis je ne vous tiendrai pas longtemps parce que je vois qu'il y a quelque chose de plombé aussi dans cette fin, évidemment. Moi, je vois le film pour la première fois. J'ai beaucoup apprécié et j'aime bien l'acteur Montgomery Clift par ailleurs, mais je trouve que le personnage par rapport aux deux autres femmes, notamment à Shelley Winters, je le trouve pas très crédible, je trouve un peu mou, et dans son ascension, sa volonté d'être aidé par son oncle, de se hisser, et je le trouve toujours un peu insipide, un peu fade, alors moins vers la fin, quand il a évidemment arrêté et qu'il se défend au procès et dans la prison, même avec le prêtre, là il devient plus intéressant. C'est pas l'acteur, mais le personnage tel qu'il est écrit dans ce film-là. Et j'ai trouvé que le personnage de Shelley Winters était mieux incarné dans son rôle d'ouvrière délaissée, aimante et même un peu méprisée.
Et voilà, donc cette remarque sur ce personnage. Et puis j'ai un peu pensé aussi au Rouge et le Noir de Stendhal. Voilà, ça pourrait nous emmener sur une discussion, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un rapport conscient de la part du réalisateur. Après, c'est des récits, c'est des grands récits qui sont dans la littérature depuis longtemps, hein, comme avait dit plus ou moins Selznick. Mais sur le personnage central, le personnage joué par Montgomery Clift, moi, ce que je trouve beau, c'est effectivement son côté, j'allais dire, concave. C'est ça, concave? C'est quand on est creusé un peu. Et qu'il a cette voussure là, et qu'il a aussi cette même concavité dans le visage. Donc parfois d'ailleurs son œil est enfoncé et le travail de la lumière fait qu'on ne voit pas son œil. Parfois il y a juste un petit truc, une larme qui brille et on ne voit pas le reste autour de l'œil, etc. Tout ce travail-là, pour moi, va avec la concavité du personnage lui-même, le fait que justement il prenne l'eau, j'allais dire, et que quand il dit au début à Shelley Winters, donc l'ouvrière, non, tu te fais des idées, on est sur le même bateau, hein, c'est-à-dire toi, l'ouvrière et moi, même si moi je suis un vague héritier du patron, we're on the same boat. Alors évidemment, ça dit quelque chose sur quand ils seront effectivement sur la même barque, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a ce côté vermoulu. Hein. Vermoulu, c'est le mot qu'emploie Liz Taylor pour parler de l'autre côté du lac, des barques qui sont garées, amarrées, de l'autre côté du lac, quand elle présente le lac comme étant en deux parties. Vous vous souvenez, de l'autre côté, il y a des vieilles barques pourries, mais ça, c'est mon côté, etc. Alors, vous noterez d'ailleurs qu'il s'appelle Loon Lake. Looney Tunes et tout ça. Loon, ça veut aussi dire un peu zinzin, dingo et tout ça. Enfin bon, apparemment c'est un nom d'oiseau. Mais bon, quand même. Mais donc voilà, moi je pense que c'est important que lui, il soit poreux, parce qu'il est justement pris entre deux, et vous avez raison, il est un peu mou, et il est ballotté entre des désirs qui sont même pas tant les siens que celui d'autres. Mais malgré tout, le film tient jusqu'au bout la question de, à la fois que c'est pas un salaud, c'est-à-dire que si vous prenez Montgomery Clift et que vous filmez son visage, ça ne peut pas être un salaud, c'est-à-dire qu'il a une innocence inscrite, je trouve, dans son visage. Il jouera le prêtre faux coupable chez Hitchcock, par exemple, dans La Loi du silence. Bon, enfin, d'autres rôles. On l'a découvert dans La Rivière rouge, en fils adoptif de John Wayne, chez Hawks, quelques années avant. Bon. Donc il a ça. Et puis surtout, vous vous souvenez, au début, on se croirait dans Les raisins de la colère, hein, au tout début, quand il est sur la route et qu'il se fait prendre en stop par une vieille rampe, guimbarde, années 30, quoi. Au tout début, en fait, il est de dos et il se tourne vers la caméra. Et derrière, il y a la publicité qui dit This is an Eastman. Ou It is an Eastman, donc sur le maillot de bain. Et évidemment, c'est lui le Eastman qu'on voit, et il se retourne vers nous comme une sorte de, comme si c'était un générique, effectivement, de présentation. Mais en tout cas, cette figure-là, d'être introduit à ce personnage, c'est un personnage devant-derrière, quoi. C'est un personnage, qui est un peu girouette, effectivement. Et d'autre part, ça inaugure une sorte de figure, de motif visuel du film, qui est de voir des personnages de dos. Et ça, j'aime bien, moi. J'aime bien au cinéma, donc soit qu'on considère qu'il y a une forme d'opacité du coup de ces personnages, mais dans le film, c'est même pas aussi univoque comme interprétation. Par exemple, quand elle est, elle, en maillot de bain, et qu'elle est assise et qu'il est allongé la tête près d'elle, elle est aussi de dos, on voit juste son dos avec le maillot de bain noir, dos nu, là. Enfin, voilà, il y a plusieurs moments où les personnages sont de dos. Lui aussi, quand il est invité à la soirée chez les grands bourgeois et qu'il connaît personne et qu'il s'allume une cigarette, et on le voit se tourner comme ça, un peu à droite à gauche, en espérant que quelqu'un lui dise bonjour. Évidemment, personne. Donc, il va aller se retirer dans la salle de billard. Voilà, donc il y a tous ces... Voilà, ces travaux de mise en scène, disons, qui contribuent effectivement à faire que c'est un personnage poreux, je trouve.
Ok, je rebondis sur la porosité. En fait, la place au soleil, pour moi, il incarne la place au soleil pour la travailleuse. Il incarne la même place au soleil pour la travailleuse que celle que cette jeune fille de bonne famille incarne pour lui. Et il est donc à double face. Voilà, je voulais rebondir là-dessus. Pour moi, c'est ça, central. Tout à fait. Et la composition, alors pas cette fois-ci au sens du montage dont parle George Stevens, mais la composition au sens de comment l'image est cadrée, dans les plans d'ensemble des intérieurs, est énormément basée là-dessus, puisqu'il y a énormément de surcadrage, de moments où il est dans l'encadrure d'une porte, entre deux piliers, quand il va chez sa famille riche, etc. Et effectivement, à chaque fois, vous remarquez qu'il est filmé au centre. Non pas parce que c'est le personnage central, mais effectivement parce qu'il est un peu des deux, quoi, et qu'il y a un effet même orthogonal dans la façon dont c'est filmé, oui. Oui. Bien sûr que le film est basé là-dessus, sur les différentes strates qui s'illusionnent de désir et surtout qui s'illusionnent de mobilité sociale possible. Y compris elle, y compris la riche, qui pense que finalement elle va pouvoir l'épouser. Qu'est-ce que tu penses de la mort d'Alice, du fait que... si j'ai bien compris, George Stevens a fait en sorte qu'on ne voit pas bien ce qui se passe, pour qu'il y ait une interprétation derrière, un doute, etc. Oui. Il me semble qu'en fait, il avait vraiment filmé la scène en entier, et qu'il a ensuite, parce qu'il a passé plus d'1 an sur le montage, je crois. Oui. Et donc il a abouti à ça. En fait, ma question, c'est moi j'ai le sentiment en fait que peut-être qu'il n'est pas allé en fait où il pouvait pas aller, je sais pas, jusqu'au bout, c'est-à-dire montrer qu'il l'assassine en fait, parce que il me semble que dans le roman d'origine c'est le cas d'ailleurs. Mais justement, cette question, alors disons-le, du féminicide, allez, on le dit, et je le dis parce que aussi il la tue, enfin on y réfléchit, on a le temps d'y réfléchir pendant le film, il la tue parce qu'elle est enceinte, au fond. Il y a aussi ça, donc c'est pour ça que je dis aussi féminicide, au sens où, dans l'autre sens, ça aurait sans doute pas eu lieu. Donc il y a le fait qu'elle est une femme, qu'elle porte un enfant. Et, il est piégé quand même. Enfin, comment ? C'est parce qu'il est piégé quand même. Enfin, oui. Sur cette question-là, de comment filmer, à mon avis, c'est la même... J'allais dire, je me visualise même la barque retournée comme les plans de dos dont je parlais. C'est-à-dire que, évidemment, c'est plus intéressant dans un premier temps de laisser un doute, dans un deuxième temps de faire que le jury, lui, n'a pas de doute puisqu'il le condamne. Or, il y a cette phrase du bénéfice du doute, donc apparemment, c'est pas pris en compte. Et j'allais dire, dans un troisième moment, le moment, je trouve assez beau, où il comprend, peut-être un peu... pas religieux, mais enfin il y a une forme de transcendance peut-être, quand il comprend que même si il se convainc lui, ou même si effectivement il ne l'a pas noyé et il a renoncé au dernier moment, ça revient au même parce que il a tellement fomenté et tellement désiré sa suppression que finalement c'est à peu de choses. Et d'ailleurs, peut-être qu'il a effectivement, il ne l'a pas assisté. Moi, je trouve ça plutôt plus intéressant, mais on peut trouver que c'est moralement plus... mais je trouve ça plus intéressant. Et d'ailleurs, effectivement, ayant vu le film de Sternberg de 31 il y a peu de temps, j'ai déjà oublié comment c'est traité, mais en tout cas, le film m'a paru pour le coup plus plat. Parce qu'on est beaucoup moins investi aussi dans la passion, et même dans la passion charnelle, enfin dans la sensualité qui naît entre les deux, entre Liz Taylor et Montgomery Clift. C'est quand même absolument clé. C'est-à-dire que je ne dis pas que moralement on est forcément pour lui, on l'observe, je pense qu'il y a des modulations de ce point de vue-là, mais par contre, on est pris physiquement et dans le fait qu'on voit leur attraction, je trouve tout de suite. Et notamment
dans la scène du billard, quand ils se rencontrent, quand ils se rencontrent vraiment, puisqu'ils se parlent à ce moment-là, avec cette réplique dont Liz Taylor a dit, parce qu'elle était très... Liz Taylor, c'est vraiment quelqu'un qui, comme Montgomery Clift, a commencé très tôt, a été une sorte d'enfant actrice, quoi. Mais qui était qui a tenu tête à des patrons de studio, qui était très... Et donc quand elle a eu le dialogue de dis tout à maman, telle maman, etc., elle dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, quand on voit la scène, je trouve que ça passe très bien. On a un petit... oui, je suis d'accord, on a un petit coup au cœur, on se dit c'est bizarre, la fille elle a 19 ans et elle dit dis tout à maman, mais en même temps il y a eu le coup de téléphone, vous vous souvenez avant, où elle se moquait de lui et où elle disait à sa mère oui c'est moi maman, etc. Et où on voit en fait là encore que ce sont deux mondes, c'est-à-dire qu'il y a un côté, c'est peut-être un peu gros, mais il y a un côté pour qui la barque, c'est la barque de l'Aurore de Murnau. En tout cas, c'est une barque qui peut être une barque qui va se retourner. Et l'autre côté, c'est le speedboat, tous les copains qui sautent sur le bateau en même temps. Et c'est la même chose avec le coup de téléphone à la mère. C'est-à-dire que lui, quand il appelle sa mère et que sa mère lui souhaite bon anniversaire, vous avez senti le poids. Tout à coup, il était happé dans cet autre monde dont il s'est un peu séparé et qui est un monde aussi très religieux, avec un rigorisme moral très fort. Et on s'aperçoit que la jeune femme, elle est insouciante, elle est très aimante, etc., mais elle est dans un monde où il n'y a absolument pas ce type de rigorisme moral. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans le discours que fait son père à son possible futur gendre, tu serres la main, la franchise, etc. Donc, l'opposition des mondes, elle est très marquée, et à la fois, elle est marquée, je pense, presque visuellement, et puis dans des petits morceaux de dialogue. Je trouve ça réussi, pour le coup. Il y a une scène que j'ai trouvée très étonnante, c'est que je pensais que le procès était fini, en fait, il n'était pas fini. Il s'est poursuivi avec le prêtre dans la prison qui questionne celui auprès de qui il va porter un soutien, comme un procureur, pour lui faire finalement admettre qu'il est coupable. Et ça, cette scène, elle est étonnante, parce que d'habitude, c'est pas tellement le rôle d'un prêtre qui vient soutenir un condamné. Voilà, donc cette scène, elle m'a paru intéressante et peut-être inédite, je sais pas. Ouais, moi je me suis demandé, alors j'avoue que j'ai pas trouvé à lire sur la façon dont la genèse du film avait été faite aussi précisément. Je me suis dit en le voyant que peut-être ça c'était un peu une obligation, si vous voulez, de dire mais quand même il est moralement coupable. Mais au fond, se dire ça est je pense moins intéressant. C'est plus intéressant de voir effectivement comme une sorte d'écho ou de ricochet du procès, un procès à un deuxième niveau beaucoup plus intime et intérieur, comme une sorte de reconstitution, mais non pas la reconstitution grossière que fait le procureur joué par Raymond Burr. Vous le connaissez si vous avez vu Fenêtre sur cour, qui est tourné 4 ans plus tard. Je dis pas qui c'est, parce que si vous l'avez pas vu, on peut pas. Mais donc, et vous vous souvenez, il casse la rame et tout ça. Donc il y a comme une espèce d'écho, mais beaucoup plus intime. Et cette question de l'intimité, d'ailleurs, je pense qu'elle est importante, parce que vous vous souvenez que la première fois que Angela le voit lui, c'est-à-dire quand elle rentre dans le salon, elle dit « Ah, vous parliez d'intimité, intimate », quelqu'un était en train de dire le mot intime. Et je trouve que le film joue de ça, c'est-à-dire quand il y a les très très gros plans qui sont surimprimés à des plans d'ensemble, enfin voilà, ça joue de ce contraste toujours entre ce qui est extérieur et intérieur. Et donc là, il y aurait le procès extérieur et puis le procès intérieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, ça m'a légèrement fait penser à Match Point, le tennis en moins, sauf que dans Match Point, c'est l'inverse, au niveau des femmes en tout cas. Et sinon, j'ai une question, mais bon, c'est anecdotique, mais dans le film, il y a 2-3 scènes, peut-être 2, qui sont vraiment dans le noir.
Et c'est rare de voir un noir comme ça, c'est-à-dire qu'on ne distingue vraiment pas les personnages, il n'y a pas de petites bougies, de petites lumières, j'ai pas compris. Je me suis dit c'est un effet de style, c'est une économie, je ne sais pas. Moi j'ai bien aimé ça, j'ai trouvé que ça allait avec ce travail sur le son, où parfois c'est très très bas et puis parfois la musique est plutôt un fléchage un peu émotionnel comme on en a plus l'habitude. Donc ce côté, on monte le volume et on le baisse. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font vraiment dans la scène avec la musique. Hein. Vous vous souvenez, quand ils dansent, ils commencent par mettre la radio trop fort. Je pense que là aussi, c'est le cas visuellement sur le noir et blanc. Et d'ailleurs, comme le film commence en extérieur, sur la route, la scène dont je parlais, le noir et blanc est plutôt gris, forcément, puisqu'il y a beaucoup de lumière. Et donc on se dit d'accord, on est dans un noir et blanc, bon, on pense rien de spécial. Et effectivement, je crois que plus on avance et plus on perçoit le contraste. Je ne sais pas si ça vous a fait ça, c'est-à-dire qu'on perçoit les blancs très blancs et les noirs très noirs. Donc vous, c'est ça qui vous a marqué, c'est qu'il y a des scènes très sous-exposées, mais il me semble qu'elles sont lisibles dans le sens où on voit bien que c'est pas une maladresse, on entend ce qui se passe, on comprend ce qui se passe, et c'est délibéré d'obscurcir le champ. Et d'un autre côté, ça marche avec le fait qu'elle, par exemple, porte des tenues, des robes blanches, ajourées, avec des espèces de petits... je sais pas comment appeler ça, des espèces de petites fausses fleurs sur la poitrine, etc. Donc quelque chose de très blanc. Et le contraste me semble augmenter avec évidemment aussi le monde ouvrier. Donc la pauvre Alice qui reste chez elle toute seule, on a l'impression qu'elle appartient à un univers gris. C'est horrible d'une certaine façon. Que la grisaille reste du côté... Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçue. Mais sur la sous-exposition de certaines scènes, elle est délibérée. Hein. Et notamment la nuit sur le lac, on voit bien qu'il reste plus longtemps que prévu, et jusqu'au plus sombre, jusqu'au point le plus sombre, qui est celui du meurtre, et où la barque en blanc est juste un tiret, quoi. Merci, c'est évidemment un très grand film, et merci pour la qualité de vos commentaires. Un point qui a été relevé dans pas mal d'interventions, c'est que le spectateur est invité aussi à mettre en avant sa propre interprétation, parce qu'au fond, on sait assez peu de choses sur l'arrière-plan des personnages. Beaucoup d'immaturité quand même, on dirait un grand enfant, une sorte de Benet chez Montgomery Clift. Alors il y a la figure de la mère, mais sans que ce thème soit trop creusé. Donc du coup, le spectateur peut mettre là derrière ce qu'il pense. On a l'impression qu'il est toujours à contre-courant, toujours dans l'instant présent, incapable d'affronter la réalité, incapable de se projeter dans une temporalité. Et même chez l'héritière, la fameuse phrase, vous l'avez citée, « Maman est là hein », on aimerait en savoir un peu plus sur comment elle finit par s'attacher à cette sorte de grand enfant immature qui est quand même très très loin des canons du mal américain, là, John Wayne, tel qu'on l'a souvent vu en scène. Voilà, je me permets de vous soumettre ces quelques réflexions. Merci. Oui, mais est-ce que ça, c'est pas lié au caractère, à toute la vision de la mise en scène de Stevens, c'est-à-dire, au fond, une superposition. C'est-à-dire qu'on garde du film l'idée que c'est ceci et à la fois cela. Il est innocent en même temps que coupable, etc. Il aime l'une en même temps que l'autre. C'est telle classe qui désire l'autre, et puis, comme vous avez dit, celui de dessus qui désire la classe supérieure, etc. Et je pense que ce qui nous trouble, c'est que travailler la superposition également au niveau sonore et surtout au niveau visuel, comme j'ai essayé de le montrer avec les fondus, crée aussi quelque chose qui me semble qu'on sent une superposition des époques. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que lui, il vient des années 30. Vous voyez ce que je veux dire ? Il vient de la crise qui n'en finit pas depuis 1929. Il vient pas seulement d'une classe pauvre, il vient de tout un cinéma réaliste, de tout un
voilà, comme un arrière-pays, si vous voulez, un arrière-pays avec où il y aurait des missions, des gens dont le métier c'est d'être des religieux, comme la mère, etc. Comme si c'était un autre monde, mais qu'il était superposé au monde d'aujourd'hui. Et je trouve ça assez fort de montrer qu'en fait, bah oui, c'est la réalité. La réalité, on passe jamais d'une décennie à une autre comme ça. On tourne pas la page comme ça. Tout est toujours superposé. Et on le vit. Mais là, il me semble qu'on sent qu'on a les années 50, c'est-à-dire l'après-guerre, l'insouciance, la jeunesse qui commence. L'idée que la jeunesse est une espèce de classe sociologique, enfin de catégorie sociologique, est en train de débuter là, et ça donnera après, quelques années plus tard, mais ça l'est déjà dans des Drive-by Night, par exemple, les Amants de la nuit de Nicolas Ray, mais ça donnera aussi d'autres films, notamment de Nicolas Ray, La fureur de vivre, etc. Voilà, James Dean, À l'Est d'Éden et tout ça. Là, c'est la jeunesse, mais on le sent un tout petit peu déjà là. Et donc il y a tous ces aspects qui sont qui sont comme un feuilleté et qui sont présents là. Et c'est effectivement, c'est un peu déroutant. On a les jeunesses différentes, puisque quand Alice va chez le médecin et qu'elle dit « j'ai 22 ans », on se dit « ah oui, c'est vrai, mince, elle a 22 ans et elle a un air de petite vieille ». Donc, c'est toutes ces choses qui sont collées, qui sont superposées, mais qui, en fait, je pense, correspondent à la réalité du passage d'une époque à l'autre. Donc ça nous fait réfléchir à ça. Enfin, il me semble que Proust, au fond, dit la même chose beaucoup, beaucoup mieux que ce que je le dis, mais en tout cas, dans l'idée similaire que c'est pas... Alors, juste une chose, ça me fait penser à une chose sur George Stevens que je ne vous ai pas dite, et vous en faites ce que vous voulez, parce que ça s'applique moyennement à cette histoire, disons, d'amour et de non-transfuge de classe. C'est que George Eastman, comme je vous avais dit, il a fait beaucoup de films dès le milieu des années 30. Il a grandi dans une famille de théâtre itinérant, etc. Donc il a commencé très tôt, bien avant, 10 ans avant, à faire du cinéma dans différentes fonctions. Donc il était très lancé avant la guerre. Il a décidé de s'engager, de partir, et il a filmé pour les troupes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'il a filmé, il a filmé à Dachau, le camp de concentration. Et donc il a filmé la libération du camp, et évidemment ça l'a traumatisé, et il l'a dit, il l'a écrit, etc. Et d'ailleurs Capra, puisqu'on parlait de Frank Capra l'année dernière, qui était son ami, l'a remarqué, l'a noté. Il est revenu, c'est plus le même, je vous en avais peut-être parlé, c'est plus le même homme, il a plus le même... voilà. Et donc je pense que ça a aussi affecté son rapport au temps d'ailleurs. Il y a quelque chose pour lui là qui est comme une cassure. Alors vous en faites ce que vous voulez pour ce film de 1951, hein, c'est pas du tout thématisé évidemment dans le film, mais je trouve quand même assez intéressant ça. Et d'autre part, quand il fera un grand film que moi je n'ai jamais vu, parce que c'est un film très long qui passe très rarement, The Greatest Story Ever Told, ou un truc comme ça, la plus grande histoire jamais contée. C'est une sorte de vie de Jésus, sauf qu'en fait, si je comprends bien, elle est allégorique du nazisme, c'est-à-dire que Ponce Pilate, Hitler, voilà, il y a là aussi une sorte de superposition, en tout cas d'allégorie de la période nazie. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a aussi une fêlure qui est une fêlure historique. C'est pour ça que je vous en parle là, c'est que je pense qu'il y a ces strates-là aussi d'époque, quoi. Donc je vous ai apporté deux extraits. Donc l'un que vous avez forcément déjà vu, qui est l'Aurore de Murnau, 1927, Sunrise. Et l'autre, pour vous montrer juste un autre aspect de George Stevens, et qui est Penny Serenade, la chanson du passé de 1941. Bon, le deuxième, c'était pour vous montrer qu'il a aussi fait des comédies et que les rencontres amoureuses ne sont pas toutes tragiques comme celles qu'on a vues. Et puis j'aime bien les films dans lesquels il y a des disques, enfin bref. Donc vous verrez Penny Serenade, la chanson du passé, mais qui est un mélodrame, vous voyez.
Et puis je voulais vous remontrer Irene Dunne pour ceux qui sont venus voir Elle et lui. Et l'autre chose, juste par rapport à l'Aurore, vous voyez que le style est complètement différent. Mais quand même, ça fait réfléchir sur le fait que, comment dire, par-delà les questions sociales, qui sont dans le mélodrame et dans celui qu'on vient de voir, ils sont centrales, ça fait réfléchir sur une espèce justement de pulsion au sein du couple, c'est-à-dire éliminer l'autre, hein, toujours dans un sens quand même, dans ces films-là. Mais voilà, c'est un aspect de la guerre des sexes dont on ne parle pas tellement, quoi, parce qu'on parle beaucoup des screwball comedies, des comédies de remariage, et il en a fait, George Stevens, mais l'Aurore me trouble aussi beaucoup là-dessus. C'est-à-dire sur l'idée qu'au fond, on peut aller aussi, si on va à l'os, est-ce que c'est vraiment toutes ces questions de classe? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose d'irrationnel à vouloir éliminer l'autre au sein du couple? C'est pour ça qu'un jour, il faudra vraiment faire un cycle sur l'enfer et le paradis du couple. Donc, sur ces questions, mesdames, messieurs, je vous laisse repartir paisiblement, surtout si vous êtes deux. Et je vous remercie de votre attention. Et est-ce que tu pourrais dire quel est le prochain? Parce que je pensais vous dire Douglas Sirk, mais j'ai un doute. Ça sera Tout ce que le ciel permet le 8 avril. Oui, c'est ça. Donc on passe à la couleur en avril. Tout arrive. Venez voir, c'est un très 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 grand film, très beau. Le film de Douglas Sirk, Tout ce que le ciel permet. Merci.